Bonjour, bonsoir, en Welcome fonction de to où vous day trouvez dans le two monde of et the bienvenue à OECD cette Tax and Development Days. deuxième journée des journées de la fiscalité et du développement. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous sur cette session sur le civisme fiscal. Nous allons nous concentrer davantage sur l'Asie pour cette session et on s'assurera que, bien entendu, ce que nous évoquons aujourd'hui est pertinent également pour toutes les personnes en dehors de l'Asie, pour toutes les personnes du reste du monde. On va regarder certaines données de l'OCDE sur les comportements fiscaux avec des recherches académiques également qui nous donneront davantage de contributions et d'informations sur le civisme moral de la part des PME au Vietnam et on va également voir les experts en fiscalité qui sont des intermédiaires pour façonner le civisme fiscal et créer la confiance, notamment alors que les risques liés à l'intelligence artificielle montent. Alors, sachez également que nous avons l'interprétation en espagnol et en français disponible. En bas, il y a un bouton. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser dans la fonction Q&A, questions et réponses. Voilà, c'était mon introduction. Je suis avec René Roscoe et moi-même. Nous allons vous faire une vision d'ensemble des travaux de l'OCDE en matière de civisme fiscal. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Vous devriez réussir à voir ma présentation très rapidement. Nous allons vous donner une vue d'ensemble des travaux en matière de civisme fiscal à l'OCDE. Nous allons également vous parler des ressources et des résultats que nous avons obtenus grâce à nos travaux en Asie. Ensuite, on parlera des étapes à venir, des chantiers de l'OCDE. Ensuite, nous aurons une table ronde euh, au cours de laquelle nous allons évoquer les défis en matière de civisme fiscal. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le civisme fiscal? Et qu'est-ce qu'on entend par civisme fiscal et pourquoi c'est quelque chose de si important? Alors, il y a plusieurs types de définitions standards. Donc, c'est la motivation intrinsèque de payer ses impôts, conformité quasi volontaire, motivation non pécuniaire de payer les impôts. Bref, euh, c'est un peu difficile à comprendre, surtout si vous n'êtes pas de langue anglaise maternelle, mais en fait, au final, il y a quelques points clés qui signifient que les contribuables ne cherchent pas uniquement l'évasion fiscale, ne cherchent pas forcément des avantages économiques, purement économiques. Il peut y avoir différentes motivations pour qu'un contribuable accepte de payer ou non ses impôts. Et mieux comprendre ces motivations peuvent aider à façonner des systèmes fiscaux plus efficaces. Et c'est exactement ce sur quoi nous nous concentrons ici. À nouveau, et petit aparté sur la partie anglaise. Quand on parle de civisme, civisme moral, c'est plutôt, c'est pas forcément l'éthique, c'est vraiment c'est pas uniquement la partie morale du civisme, mais il y a plusieurs composantes dans ce civisme. Alors, très rapidement, les travaux que nous avons faits à l'OCDE ces dernières années, nous avons travaillé notamment sur une introduction à la question du civisme moral avec un rapport qui se concentrait sur les particuliers et les entreprises avec les définitions, les motivations, etc. Nous avons également fait la construction de culture fiscale avec une nouvelle enquête sur différents pays. On a identifié certains facteurs clés de succès. Donc, enquête sur 140 initiatives d'éducation des contribuables dans 59 pays. Ensuite, on a également euh, une publication qui vise à renforcer la conscience entre les administrations fiscales et les grandes entreprises. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces documents parce qu'ils sont disponibles. Si vous voulez aller regarder à quoi ils ressemblent, n'hésitez pas. Et ensuite, nous avons également des travaux régionaux de l'OCDE sur la région Amérique latine, Caraïbes et en Asie, avec l'IFAC et la CCA. Nous avons essayé de comprendre la perception, les comportements vis-à-vis des systèmes et administrations fiscales dans ces pays pour comprendre comment les administrations fiscales fonctionnent et
comment elles réagissent au civisme fiscal, quelles sont les politiques et pratiques en place déjà. Et ensuite, on voit avec les pays ce qu'on peut faire mieux, différemment. Et ensuite, on a essayé de créer un dialogue régional afin de compiler les meilleures pratiques dans les différentes régions. On est un petit peu en avance par rapport à nos travaux LAC dans la région Amérique latine, Caraïbes. Donc, on va avoir un rapport qui arrivera très bientôt. On le partagera avec vous dans les semaines à venir. Mais voilà, certains des exemples que nous avons en Amérique latine et en Asie. Là, il y a euh, 16 pays en Amérique latine plus 5 en comparateurs, pays comparatifs en 2024 et en Asie, 19 pays asiatiques plus 10 pays de comparaison. Donc, on vous donnera davantage d'informations sur ces publications, notamment sur l'Asie. Et pour cela, je donne la parole à René. Merci, Joe. Merci de nous donner l'occasion de présenter nos produits, nos projets. Et c'est vrai que Joe a parlé de la publication sur l'Asie. Comme mentionné, nous avons fait un sondage auprès de plus de 12 000 citoyens dans 29 pays. On s'est concentré principalement sur l'Asie. Diapo suivante. Nous souhaitions montrer différents domaines ou du moins mieux comprendre la perception des citoyens dans leur perception dans leur perception de l'imposition. Tout d'abord, on voulait comprendre si les citoyens comprenaient et acceptaient le contrat fiscal lié à l'imposition au niveau régional. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous leur avons demandé s'ils étaient d'accord ou non avec différentes déclarations. Par exemple, dans mon pays, les recettes fiscales sont consacrées au bien commun. Ou alors, je considère le paiement des impôts comme une contribution à ma communauté plutôt que comme un coût pour moi. Et alors, c'est un très bon résultat puisque 52% des sondés nous ont dit que oui, selon eux, le paiement des impôts contribuait à la communauté. Alors, on avait 21% qui n'étaient pas d'accord, mais on voit que dans toute la région, parce que là, on a créé des sous-régions, comme vous le voyez, mais on reste très homogène dans les résultats. Alors, bien entendu, il y a l'Asie du Sud-Est, on est à 65%, mais de manière générale, la perception assez générale, c'est qu'ils comprennent et qu'ils sont d'accord avec la logique de l'imposition. Alors, bien entendu, ça, c'est la théorie du contrat fiscal, mais on veut les comprendre également, et c'est ce qu'on va sur la diapo suivante. Comment ça fonctionne en pratique? Comment ils se sentent? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce contrat fiscal? Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous leur avons demandé si, selon eux, les recettes fiscales étaient concentrées au bien commun consacrés au bien commun dans leur pays. Alors là, on a des résultats qui sont un petit peu plus mitigés, puisque on a 32% qui étaient d'accord avec cette déclaration, ou plutôt 42%, tandis que 32% n'étaient pas d'accord. Alors, il y a de l'hétérogénéité en fonction des sous-régions. On voit d'ailleurs en Asie du Sud-Est, on a près de 51% des sondés qui disent oui, qui sont d'accord, tandis que là, en Amérique latine, il n'y en a que 30% des sondés qui sont d'accord avec ces déclarations et qui sont d'accord avec le fait que les recettes fiscales sont consacrées au bien commun. Alors, diapo suivante. On voulait non seulement comprendre comment ça fonctionnait en pratique, mais également comment on pouvait agir et passer à l'action. Et donc, on leur a demandé si il faudrait le fixe que si l'occasion se présentait. On leur a demandé de nous dire s'ils pourraient le justifier toujours, occasionnellement ou jamais. Et là, on voit que 54% de la population nous a dit que peut-être ou jamais, presque jamais, ils ne pourraient justifier la fraude fiscale. Et il y a des sous-régions, notamment en Asie-Pacifique anglophone, 57%, et l'Asie centrale, Turquie et Asie du Sud-Est, on est à 55 ou 54%. Donc, on voit que 54% nous disent jamais, mais que 46% nous disent que dans certaines occasions, occasionnellement ou toujours, faudrait l'impôt, faudrait le fisc. Et on voulait comprendre pourquoi il pourrait justifier une fraude fiscale. Donc, diapo suivante. Alors, on leur a demandé d'essayer d'identifier 4 causes principales. Tout d'abord parce que l'impôt est trop élevé, s'ils pensent que les impôts ne sont pas bien dépensés, ou s'ils pensent que le système fiscal n'est pas juste, ou que tout le monde fraude.
Alors, on voit que 32% des sondés nous disent que les impôts sont trop chers, mais on avait également la problématique liée au fait que les recettes fiscales ne sont pas bien dépensées, un système non juste, on est à un tour de 27 ou 25% pour ça. On voit qu'en Asie du Sud-Est, la fiscalité est trop haute, représente 33% des résultats. Mais les recettes fiscales ne sont pas bien dépensées. On est à 33% en Asie de l'Est. Donc on voit à nouveau de l'hétérogénéité. On parle ici de différentes politiques ou différentes manières de, de comprendre pourquoi les gens justifieraient la fraude fiscale. De la même manière, nous souhaitions comprendre s'ils pensaient que payer des impôts était surtout une question de civisme et d'équité ou surtout une question de loi et de réglementation. Et là, on voit que 47% nous disent que payer cet impôt, c'était surtout une question de règles et de réglementation, avec 13% uniquement qui nous disent que c'est une question de civisme et d'équité. Alors, bien entendu, il y a l'hétérogénéité en Amérique latine. Là, vous voyez également euh, l'Europe occidentale. On voit qu'en Asie du Sud-Est, on est plus sur la question de l'équité. De manière générale, la réponse la plus populaire, c'est que c'est une question de règles et de réglementation. En Asie du Sud-Est, on voit que c'est un peu les deux. Les lois, la réglementation et le civisme et l'équité. Donc, on voit que il y a un rôle de la communication sur les politiques liées au civisme moral. Il faut que les administrations fiscales s'assurent que le système est juste et qu'elles communiquent sur la manière dont elles font en sorte que ce soit un système juste. Et on voulait demander également, voir comment les contribuables perçoivent le rôle de l'administration fiscale. Alors tout d'abord, on voulait savoir s'ils pensaient que c'était une agence qui pourrait d'accompagnement ou euh, une agence de mise en œuvre de la politique fiscale. Alors on voit que dans beaucoup de pays, c'est moitié-moitié. C'est 50-50. On est à 56% sur tous les pays et 9% nous disent que c'est principalement une agence d'accompagnement et 35% qui nous disent que c'est principalement une agence de mise en œuvre de la politique fiscale. Alors, à nouveau, beaucoup d'hétérogénéité. On voit dans l'Asie du Sud-Est, il y a un peu plus de zones grises. En Asie du Sud-Est, tout à gauche, c'est un peu des deux, 62%. Diapo suivante. Maintenant, on voulait rentrer dans les perceptions liées à l'imposition, sur la confiance dans les politiques, dans les comptables professionnels et la confiance que les contribuables accordaient aux autorités fiscales gouvernementales. Et vous voyez au milieu, là, sur les comptables fiscaux professionnels, vous voyez que la majorité d'entre eux sont soit en bleu foncé ou en bleu clair. Ça veut dire qu'on leur fait très confiance. Et comme je le disais, la raison pour laquelle on s'est concentré vraiment au cours de cette session sur les rôles, mais on se concentre pas seulement sur les comptables, mais on regarde également les hommes et femmes politiques. Et vous allez voir que là, les hommes et femmes, les responsables politiques, c'est surtout beaucoup de rouge et du rouge foncé. Donc, on voit qu'il y a quand même un fossé en matière de confiance envers les responsables politiques. On voit également que Asie du Sud-Est et Asie du Sud, on a une confiance vis-à-vis des autorités fiscales, alors que si on va en Amérique latine et en Europe, occidentale, on voit que c'est moins clair. Il y a à la fois de la confiance et de la méfiance. Ça, c'est concernant les administrations fiscales. Diapo suivante. Nous souhaitons également nous concentrer non seulement sur les chiffres officiels, mais également euh, les médias, voir comment les contribuables obtenaient leurs informations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les reportages médiatiques traditionnels et la famille et les amis. Est-ce qu'ils font confiance aux amis, à la famille? Clairement, c'est ce que nous montre le graphique. Cependant, on voit que les reportages médiatiques, on a quand même une image qui est plus contrastée. Et ce sur quoi j'aimerais que vous vous concentriez, c'est l'image du milieu. On voit que c'est probablement les réseaux sociaux qui est la source d'information la moins fiable par rapport à la fiscalité. Cependant,
dans notre enquête, on se rend compte que les réseaux sociaux restent pour autant le média le plus utilisé pour utiliser des informations fiscales. Et c'est une contradiction et il faut que l'administration fiscale gère cette complexité parce que même si les contribuables ne font pas confiance aux informations qu'ils voient et qu'ils obtiennent sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est quand même la source principale d'information. Voilà. Euh, et il faut donc utiliser des canaux d'information qui soient légitimes et auxquels les gens ont accès. Merci beaucoup. Merci René. Et rapidement, les prochaines étapes maintenant, eh bien, on veut continuer le dialogue sur l'Asie, puisque nous voulons aller parler directement aux administrations fiscales. On va faire circuler les résultats de cette enquête dans les semaines à venir au commissaire des administrations fiscales en Asie, afin d'identifier les défis auxquels ils sont confrontés en matière de civisme fiscal dans la région. Et ensuite, nous essaierons de mettre en place un dialogue avec certains hubs régionaux, certaines organisations régionales, parce que ce n'est pas fini. Cette enquête, ce n'est que le début. On a vu également, on a regardé des données ISORA sur les politiques et des administrations fiscales pour voir ce qui est d'ores et déjà mis en place, afin d'identifier également ce qui peut être fait en plus. En plus de l'Amérique latine et de la région Caraïbes, nous allons également demander aux administrations fiscales de toute la région de nous donner leurs données. Donc, nous allons vous contacter pour que vous nous aidiez et nous aidiez à identifier à nouveau les bonnes pratiques que nous pourrons appliquer ailleurs. Je m'arrêterai ici et j'espère que cela vous a déjà donné un peu de contexte sur les problématiques liées au civisme fiscal et nous allons maintenant passer à la première des trois présentations. J'espère qu'on va rentrer dans le détail un peu davantage encore pour donner encore davantage vie à ce sujet. Tout d'abord, je suis ravie puisqu'avec nous, on a les auteurs d'une publication incroyable qui m'a, au moins à moi, donné un cadre extrêmement utile pour travailler sur les facteurs pour améliorer le civisme fiscal et ça nous donne également une bonne compréhension de comment fonctionne le civisme euh, 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 fiscal, notamment pour les PME, qui est un secteur qui est moins étudié. Donc, professeur Rita Della Feria à l'université de Leeds, et elle est également professeure intérimaire de droit à l'université d'Oxford et on a également Tuan Tran qui travaille à nouveau en tant que chercheur à l'université de Leeds et à la National Economic University du Vietnam. Nous vous écoutons. Joe nous a gentiment présenté. Nous avons rédigé cet article à l'université de Leeds. Je suis d'ailleurs ravie d'avoir été co-auteur. Deux de mes étudiants en doctorat m'ont aidé. Alors, Tu a fini son doctorat l'année dernière et il termine également ses études à l'université de Leeds ainsi qu'au Vietnam. Donc, Tu a fait des recherches d'un point de vue empirique et c'est les résultats d'un des aspects de cette recherche empirique que nous allons voir au Vietnam. Donc, recherche empirique au Vietnam. Diapo suivante. J'aimerais tout d'abord commencer par donner un peu de contexte et vous dire pourquoi c'est une problématique si importante et trop souvent euh, peu évoquée. Et ensuite, je donnerai la parole à tout pour qu'il parle des résultats empiriques que nous avons obtenus. Et ensuite, je terminerai avec des commentaires sur ce que cela euh, signifie, ce que ces observations, les observations dérivées de son travail empirique signifient. À l'international, on le sait, la TVA, contrairement à ce qu'on nous fait comprendre, c'est en fait l'imposition le plus importante dans le monde et collecte davantage de recettes fiscales que toute autre imposition confondue dans beaucoup de pays. Plus de, dans la plupart des pays, ça représente plus d'impôts que l'impôt sur les deux impôts sur le revenu. Et donc la TVA est le plus gros contributeur de recettes fiscales. Ce qui se passe souvent dans les pays en développement, c'est qu'il y a, contrairement aux pays
développés, où la TVA est souvent le deuxième contributeur à la recette fiscale après l'impôt sur le revenu. Et on a également l'impôt sur le revenu. Si on regarde l'importance de la TVA, bien entendu, il faut réfléchir à l'importance de garantir la conformité à la TVA. Et le problème, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, eh bien, la perception de la population, c'est que ceux qui sont responsables de la non-conformité, c'est les multinationales. Et probablement les personnes les plus riches. La réalité, c'est que si on dissèque les chiffres, la grande majorité de la non-conformité, elle provient des PME. Et c'est le cas pour tout le monde, dans tout le monde, quels que soient les impôts. C'est pas uniquement la TVA, c'est également la question, le cas pour l'impôt sur le revenu. Mais étant donné que la TVA est si essentielle, la non-conformité par les PME sur la TVA est particulièrement importante. Voilà le contexte général. Donc, les PME sont surtout enclines à la non-conformité, la TVA étant l'impôt le plus important. Et ensuite, dans les pays en développement, c'est euh, l'impôt sur les sociétés qu'ils fraudent. Donc, on s'est concentré sur cette non-conformité. Les gens avaient peur, jusqu'aux années 70, ils avaient peur des contrôles fiscaux, ils avaient peur des pénalités, et ce jusqu'en 1970. Euh, et donc, l'idée qu'on optimise ou qu'on maximise le revenu avec le risque d'avoir un contrôle fiscal et d'avoir potentiellement une amende, eh bien, cela empêchait les gens et dissuadait les gens de frauder. Et ça n'est plus le cas. On l'a vu dans la présentation précédente, ça montre bien que, euh, nous le savons et ce depuis plus de 20 ans, que les gens s'acquittent de leurs impôts parce qu'ils ont peur. Il y a une partie qui est liée à la peur, il y a une partie également du civisme fiscal qui va déterminer le comportement des contribuables envers l'imposition. Et nous avons développé un nouveau cadre afin de mieux comprendre la non-conformité et comment elle fonctionne à partir de, bien entendu, des incitations négatives qui jouent un rôle, qui visent également à dissuader les gens de frauder, mais également d'autres facteurs qui déterminent le comportement des contribuables vis-à-vis de l'imposition, que ce soit la peur, mais également leur volonté à payer les impôts. Donc, vis-à-vis de ce civisme moral, fiscal plutôt. Alors, tout cela par des particuliers. Toutes les études quasiment se concentrent sur la raison pour laquelle les gens ne souhaitent pas payer les impôts ou pourquoi ils souhaitent les payer. La plupart du temps, on se rend compte que, et on l'a vu avec votre présentation précédente, mais on s'est concentré ici sur les pays développés. La plupart des travaux qui ont été faits, des travaux empiriques ont été faits dans des zones riches, dans des pays riches. Pourquoi dans les pays riches, les gens refusent de payer l'impôt sur les revenus? Alors, il y a deux problématiques sur lesquelles on va se concentrer dans cet article et dans ces recherches. Tout d'abord, ces résultats sont-ils transférables dans les différents systèmes fiscaux? Pour savoir si ces facteurs qui ont été identifiés par la littérature comme étant déterminants pour le civisme fiscal s'appliquent-ils partout dans le monde, quel que soit l'impôt, ou est-ce que c'est surtout l'impôt sur le revenu personnel? Et deuxième chose, est-ce que ça s'applique dans d'autres régions? Ces raisons sont-elles les mêmes partout dans le monde? Donc, les résultats empiriques que nous observons pour les pays développés s'appliquent-ils également dans les pays en développement? Sont-ils les mêmes facteurs déterminants liés au civisme fiscal? Sont-ils applicables également à un pays tel que le Vietnam? Est-ce que c'est la même chose au Royaume-Uni, par exemple? Et est-ce que ça s'applique à la fois sur l'impôt sur le revenu particulier au Royaume-Uni et également aux PME à nouveau, qui sont les plus grands contribuables de la non-conformité au Vietnam. Donc voilà à peu près le cadre de ces recherches et je vais maintenant donner la parole à tout pour qu'il nous présente les résultats. Merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Alors, sur
cette partie de la présentation, j'aimerais parler de la méthodologie de recherche. Tout d'abord, nous avons collecté des données à partir de deux sources. Tout d'abord, nous avons fait des entretiens semi-structurés avec des PME et des euh, chefs d'entreprise de PME. Nous avons ensuite regardé 86 affaires qui avaient été portées devant les tribunaux, et notamment la plupart du temps à la Cour suprême, qui étaient liées à des PME. Donc, ça incluait à la fois des affaires criminelles et administratives. Donc, ça nous a permis d'avoir une triangulation des données. Il y a deux éléments importants concernant cette méthodologie. Tout d'abord, nous pensons que la confiance, c'est quelque chose qui se construit. Et avant de faire nos entretiens, nous avons lancé deux séminaires sur la fiscalité. Au cours de ce séminaire, nous avons partagé les changements récents en matière de TVA et de pertes euh, liées à la non-conformité en matière d'impôts sur les entreprises. Et nous avons partagé les changements, nous avons discuté. Et nous avons donc recruté 10 personnes que nous allions pouvoir ensuite interviewer sur les 78 participants à cette session. Et nous allons pouvoir utiliser leurs recommandations et nous les avons utilisées pour ensuite recruter 20 autres personnes que nous pouvions interviewer. Et on s'est rendu compte également que les deux sources de données que j'ai montrées peuvent confirmer motivations endogènes et 6 exogènes. Par exemple, la complexité de l'imposition, les coûts de conformité. Et on voit également que la question qu'il y avait plusieurs motivations donc endogènes et exogènes. Vous les voyez ici. Motivation endogène, connaissance de la fiscalité, processus législatif. Et nous voulons savoir si, en fait, ces motivations, elles s'appliquaient également dans les pays développés. Et si on compare au civisme fiscal personnel dans les pays développés, on s'est rendu compte qu'il y a des points communs, mais également des divergences. Dans les pays développés, le civisme fiscal est assez similaire et avec un cadre assez théorique assez similaire. Et là, puisque vous voyez à peu près les mêmes éléments. Donc, on a le rôle des agents professionnels influencés par le patriotisme, etc. Par contre, les divergences, on a vu que euh, la TVA pour les PME, ils doivent payer à la fois la TVA et les l'impôt sur les sociétés et donc la complexité est trop élevée. Et contrairement aux pays en développement, les PME dans les pays développés doivent, ou plutôt ça donne parfois à des activités informelles et c'est plus accepté. C'est la corruption, en fait, ou du moins la fraude est assez banalisée, en quelque sorte. Donc, ensuite, la corruption également, corrompre un agent du fisc devient quelque chose d'assez banalisé. Donc, je vais passer à la prochaine diapo. Très bien. Donc, afin de présenter très rapidement les résultats clés, nous avons beaucoup de détails dans le rapport. Donc, nous sommes à votre disposition pour toute question que vous aurez s'agissant des facteurs, des points de convergence et divergence. Mais nous pensons que cet article remet en cause deux dogmes clés du droit et de la politique fiscale. Pour commencer,
c'est le fait que, comme l'a dit mon collègue, le civisme fiscal des entreprises est remarquablement similaire à celui des particuliers. Et pourquoi? Parce que même si on a une entité juridique distincte, pour le droit des entreprises, de manière générale, nous avons cette fiction juridique qui veut dire que l'entreprise est complètement différente à l'individu. En ce qui concerne les questions fiscales, pour les PME, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas cette perception qu'une entité juridique distincte existe. Une société est pour les propriétaires de PME la société où la personne fait partie de la société. Donc, quand ils doivent payer des impôts, ils ont l'impression que c'est eux qui doivent verser les impôts. Deuxième résultat, deuxième point à évoquer, c'est la TVA n'est pas un impôt neutre pour les PME. Nous voyons que les propriétaires ne font pas la distinction entre la TVA, entre ces éléments clés de la TVA, à savoir la déclaration et le paiement. C'est-à-dire que c'est les consommateurs qui payent la TVA, mais pour les propriétaires de PME, ils perçoivent l'impôt comme étant payé par eux-mêmes. Un manque de conformité est un manque de volonté de payer la TVA, parce que les propriétaires ont du mal à comprendre que ce n'est pas eux qui payent la TVA, mais le consommateur. Troisième point à évoquer, cet article fournit un cadre théorique sur lequel fonder la politique de lutte contre la fraude à l'avenir, comment nous pouvons évoquer ces questions. Il est également très important de déterminer ce que l'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas contrôler. À titre d'exemple, la complexité de la mise en conformité. On peut également contrôler le niveau de justesse de la mise en œuvre et il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler. À titre d'exemple, la qualité des services publics ou la perception de la qualité des services publics ou le comportement des contribuables. Nous devons pouvoir faire la différence entre les deux. Deuxième élément, il faut déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, les sanctions, les pénalités, cela ne fonctionne pas. Même si on augmente le niveau des sanctions, on peut avoir des recettes qui sont plus importantes, mais cela ne dissuadera pas les gens, les contribuables à ne pas payer leurs impôts. Quel est le message clé? Au cours des 30 dernières années, nous avons appliqué de manière cohérente différentes mesures d'évitement fiscal ou pour lutter contre la fraude fiscale et l'évitement fiscal. Mais ce n'est pas une question des mesures pour lutter contre l'évitement ou l'évasion fiscale ou même la lutte contre la fraude, parce que nous ne savons pas quel ordre suivre. Il y a peu d'attention portée au phénomène en lui-même. Nous accordons beaucoup d'attention à comment lutter contre la fraude sans comprendre la fraude et nous ne pouvons pas lutter contre ce que nous ne comprenons pas. L'objectif ou le message ultime de cet article, c'est il faut comprendre pourquoi il y a un manque de conformité, quelles sont les différentes dynamiques et quelles sont les différences à faire afin de mieux lutter contre cette fraude et cette évasion fiscale. L'OCDE et Joe, merci beaucoup de votre invitation. Nous sommes honorés d'avoir pu participer à cette journée fiscalité et développement de l'OCDE avec un public spécialisé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rita. Merci, Arita. C'était très intéressant comme présentation et cela donne un peu plus de vie à cette question, ce sujet. J'étais très intéressée par la perception des propriétés de PME. Les questions économiques elles ne sont pas toujours perçues de la même manière que la théorie. C'est un très bon rappel. Je crois que notre cadre théorique est assez simple et pratique. J'espère que nous allons pouvoir mettre en œuvre ce cadre à l'avenir et avec les avancées que nous souhaitons faire.
un aperçu que nous avons eu de nos travaux et quelque chose qui a été souligné dans l'article de Rita, c'est le rôle des professionnels fiscaux. Nous avons vu que les comptables de l'OCDE sont une source très importante d'informations. Donc, nous avons proposé à des comptables de se joindre à nous pour que vous puissiez faire confiance aux informations partagées pendant cette session, mais également afin qu'ils puissent apporter leur péril d'édifice, afin de comprendre ce qu'il faut faire afin de maintenir cette relation de confiance. Batoul Pourejave, qui est la directrice des opérations au sein de l'Institut des comptables en Mongolie, qui va nous parler du civisme fiscal en Mongolie, afin de parler des différentes mesures pour augmenter et améliorer la conformité fiscale et le civisme fiscal. Merci beaucoup, Joseph. Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer de partager ma présentation. Et voilà, normalement, vous voyez les diapositives à l'écran. Oui, c'est tout à fait le cas. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je travaille au sein de l'Institut mongol des experts comptables certifiés. C'est l'institut officiel en Mongolie. C'est un plaisir de pouvoir participer à cette session sur le civisme fiscal et la confiance. Avant de faire partie de cet institut, je travaillais avec l'administration fiscale mongole et j'étais impliquée dans la politique fiscale et des mesures et des questions fiscales. Pendant mon temps au sein de l'administration fiscale, nous avons mis l'accent sur la compréhension de la conformité volontaire. Pour aujourd'hui, je souhaite parler du rôle des professionnels de la fiscalité dans l'instauration de la confiance et comment les comptables peuvent contribuer à de meilleures relations entre les contribuables, les administrations fiscales et la société de manière plus large. Alors, pourquoi le civisme fiscal est important? Le profit de la Mongolie, nous avons un système fiscal déclaratif. Des progrès ont été faits afin de numériser notre administration fiscale. Nous avons des plateformes numériques, qu'il s'agisse de la déclaration ou même du paiement des impôts. En même temps, nous avons un environnement fiscal et réglementaire qui est en évolution rapide, ce qui veut dire que les contribuables doivent naviguer des systèmes et des obligations qui sont davantage compliquées. Dans la pratique, nous pensons que euh, le respect volontaire des obligations fiscales dépend de la mesure dans laquelle les contribuables comprennent leurs obligations fiscales, perçoivent le système fiscal comme équitable et quand les contribuables ont confiance dans le fait que les recettes fiscales sont utilisées dans l'intérêt général et sont bien administrées. Bien entendu, il y a toute une gamme de mécanismes de soutien afin de mieux comprendre le système fiscal avec des consignes et des orientations données par des conseillers, des experts comptables et d'autres sources d'informations. Pense que les experts comptables certifiés jouent un rôle très important au sein de cet écosystème afin de soutenir les contribuables tout en contribuant à la confiance quand c'est contribuable. Connaît-il des défis? Quels sont les obstacles au respect volontaire des obligations fiscales? De notre expérience, il y a trois facteurs qui sont très importants afin de mettre en œuvre un civisme fiscal. L'équité. Les contribuables mongols ont parlé des préoccupations s'agissant du fait que certains contribuables restent en dehors de l'économie formelle ou que ce n'est pas équitable. Ces perceptions peuvent nuire au respect volontaire des obligations fiscales parce que les contribuables sont davantage disposés à se conformer lorsqu'ils estiment que le système s'applique de façon égale à tous et que chacun contribue équitablement. Deuxième, la compréhension. Nous avons un paysage fiscal qui est en évolution. Les PME n'ont pas toujours
de l'expertise dédiée disponible. Nous avons des problèmes de conformité pour les contribuables. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de compréhension. Ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Troisième, la confiance. On peut même parler d'un contrat fiscal, entre guillemets. On a les contribuables qui sont davantage disposés à respecter volontairement leurs obligations lorsqu'ils ont la conviction que les impôts qu'ils paient se traduisent par des services publics de qualité. En Mongolie, c'est très important parce que les dépenses publiques ont augmenté et beaucoup de contribuables se plaignent des impôts qui sont mal gérés et ne pensent pas que ces impôts se traduisent par des services publics de qualité, des infrastructures et des bénéfices sociétaux plus larges. La perception est très importante. Pourquoi? Parce que cela a un impact direct sur la confiance quand les contribuables et leur niveau de conformité. Ce que les enquêtes nous apprennent, je trouve les résultats très intéressants. J'ai regardé les résultats régionaux de l'OCDE, de la CCA et de l'IFAC. En Mongolie, nous, nous avons également constaté différentes tendances. Nous nous sommes rendus compte que les contribuables recherchent des orientations faciles à comprendre pour remplir leurs obligations. À titre d'exemple, des matériaux de formation, des canaux numériques afin d'avoir accès à des informations, même si les sites web sont utilisés par les administrations. Cela représente un véritable défi parce que les questions fiscales sont davantage complexes. À titre d'exemple, 24% des répondants ont parlé d'une bonne compréhension de la TVA et des obligations en matière de déclaration TVA étaient importantes. Mais uniquement 17% ont pensé que les questions fiscales internationales étaient importantes. Les contribuables veulent respecter les obligations fiscales, mais la compréhension est compliquée. Quel est le rôle des experts comptables professionnels? Nous croyons que les experts comptables bénéficient d'un positionnement de privilégié. Cela va au-delà de la conformité fiscale. Le rapport indique que les experts comptables sont des intermédiaires de confiance et cela est soutenu par mon expérience, ma propre expérience en Mongolie. Les contribuables ont tendance à poser des questions aux experts comptables quand il y a des changements de législation ou même pour poser des questions sur les obligations fiscales en matière de déclaration, au lieu d'essayer d'engager directement avec la législation. Les experts comptables font la traduction entre les règles qui sont assez compliquées pour que les informations soient beaucoup plus digestes pour les contribuables. La confiance accordée aux experts comptables, nous savons que l'indépendance est source de confiance, c'est-à-dire que ces experts comptables restent impartiels. Si il y a des attentes que les experts comptables soutiennent les obligations fiscales, il faut qu'ils puissent également fournir des conseils professionnels objectifs, qui soient libres et à l'abri des pressions et des attentes déraisonnables. Je représente un institut des experts comptables professionnels. J'aimerais parler de notre rôle en tant qu'organisation. De manière générale, nous
devons agir comme pont entre les parties prenantes. Nous pouvons également jouer un rôle beaucoup plus large afin de faciliter le dialogue entre les parties prenantes, augmenter l'accès à des informations de confiance. Nous sommes un intermédiaire entre les professionnels, les autorités, les décideurs politiques et les contribuables. Dans le cadre de nos efforts déployés pour renforcer la profession et la confiance, il y a un mois, nous avons organisé une conférence internationale autour de la confiance internationale et et la comptabilité. Nous avons eu des représentants de différentes institutions canadiennes, australiennes et indiennes avec des décideurs politiques et les députés. Pour nous, l'événement n'était pas uniquement une conférence professionnelle, mais une démonstration de la manière dont les organisations professionnelles comptables peuvent réunir les parties prenantes et les professionnels afin de favoriser un climat de confiance. Je vous remercie de votre aimable attention. Mon message clé aujourd'hui, c'est que les experts comptables professionnels peuvent contribuer afin d'instaurer un climat de confiance. Ils sont engagés, je crois que en renforçant et en protégeant ces valeurs, que tout cela devrait faire partie d'une stratégie pour augmenter le civisme fiscal et la conformité volontaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Batoul. C'était une très bonne présentation. Vous avez plaidé votre cause pour la protection des comptables, des experts comptables professionnels. J'aimerais bien à la fin donner la parole aux autres participants pour comprendre comment on peut mieux protéger ces indépendances. Et enfin, nous avons un autre comptable, Omer Zahiré, qui est le partenaire de MLCC et également le fondateur de Pathfinder. Omer va parler d'un sujet, une question brûlante, à savoir l'intelligence artificielle et comment l'IA peut-elle contribuer à instaurer la confiance dans la fiscalité. Ce sont différentes questions qui ont été évoquées aujourd'hui, ainsi que les risques qui viennent avec l'IA et comment les atténuer. Merci beaucoup. Et Omer, vous avez la parole. Merci beaucoup, Joe. Tout d'abord, je souhaite remercier l'OCDE de m'avoir proposé de prendre la parole. Je souhaite vous féliciter également, ainsi que votre équipe, pour l'organisation de cette formation, ces journées fiscalité et développement qui sont tout à fait intéressantes. Je vais partager ma présentation pour commencer et nous pouvons rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Joe, est-ce que vous voyez mes diapositives? Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, super. Aujourd'hui, je souhaite parler de la manière dont l'IA peut-elle contribuer à instaurer la confiance dans la fiscalité. C'est une partie intégrante de la fiscalité moderne. Pour commencer, une petite présentation. Comme l'a dit Joe, je travaille au Pakistan. Je suis l'associé directeur du MLCC. Je suis fondateur également de Pacfilaire. Je suis doté d'une expérience solide, 45 ans dans la fiscalité. J'ai également fondé et je suis PDG de Pacfilaire.com. C'est une plateforme de conformité numérique, conformité fiscale numérique, parce que nous savons que faire recours à des experts comptables n'est pas toujours peu onéreux. Je, J'étais à la tête, à la présidence du comité au Pakistan sur les questions fiscales. J'ai également travaillé au sein de la CCI, la Chambre de commerce et de l'industrie pakistanaise. J'ai également agi en tant que conseiller pour différents députés. J'ai participé à plusieurs comités parlementaires. Mon point de vue aujourd'hui, je souhaite mettre ma casquette de praticien. Je vais étoffer ma présentation avec des expériences solides.
face à des questions et à un paysage fiscal assez compliqué. Je vais vous partager les, re- les opportunités, les risques et la gouvernance dans les pays en développement. Et je n'ai que 7 minutes, donc je vais rentrer dans le vif du sujet très rapidement pour commencer. L'OCDE, la CCI, l'IFAC, l'enquête pose le cadre à 29 pays, plus de 12 000 personnes interrogées et l'Asie est à la tête avec 65% des Asiatiques du Sud-Est qui perçoivent l'impôt comme une contribution à la communauté. C'est le soutien au contrat fiscal le plus élevé de toutes les régions. Mais comme l'ont mentionné le professeur Ferrier et le docteur Tu, et les travaux entrepris par Botoul en Mongolie, il y a trois forces motrices qui favorise le respect volontaire des obligations fiscales. L'équité, le système est perçu comme s'appliquant de façon égale à tous. La clarté, est-ce que les contribuables comprennent ce qu'il faut faire en matière d'obligations et contrats fiscaux? Est-ce que les impôts sont visiblement restitués sous forme de services publics dans l'intérêt général? Voici les trois optiques que je vais utiliser afin d'évaluer la contribution de l'IA. Non seulement dans le cadre fiscal, mais également comment instaurer la confiance pour l'adoption ou l'utilisation de l'IA. En 2016, 9% des administrations fiscales avaient recours à l'IA. En 2023, ce chiffre était à 69%, donc 700 plus tard. C'est-à-dire que l'administration fiscale ou les administrations fiscales ont accepté l'utilisation de l'IA assez tôt. Ce n'est rien de nouveau. Cela ne veut pas dire les applications primaires sur la détection des fraudes et le risque de conformité en utilisant des chatbots, des assistantes virtuelles, des déclarations et des formulaires. Nous avons tous utilisé ces différents canaux. Alors la question a un peu changé. Ce n'est pas, ou ce n'est plus est-ce que l'IA sera utilisée, mais comment l'IA sera utilisée et comment l'IA peut être utilisée afin d'instaurer un paysage de confiance. C'est la seule question qui compte, à mon avis. Passons à la diapositive suivante. Donc, pour répondre à cette première question, quelles sont les opportunités présentées par l'IA? Alors, quels sont les trois moteurs du civisme fiscal pour la clarté? Les déclarations pré-remplies, les assistants guidés par l'IA et les chatbots en langage clair réduisent considérablement le coût d'intimidation lié à la conformité, notamment pour les primo-déclarants. Julia a parlé du Vietnam, mais on peut avoir des systèmes qui s'expliquent, qui s'auto-expliquent en langage clair. L'équité, donc un service qui propose un traitement automatisé des remboursements et les assistants virtuels disponibles de manière équitable. C'est ce qui met fin à la perception que la qualité du service dépend des relations personnelles. Qui est-ce que je connais? Où est-ce que j'habite? Et cela sera très important à l'avenir avec l'IA qui sera utilisée comme outil de confiance. L'équité. Et là, je souhaite rebondir sur les résultats que l'on a eu au Vietnam. C'est la perception de l'équité qui contribue au civisme fiscal au lieu de se baser sur des audits aléatoires ou arbitraires. Je crois que c'est assez problématique pour les contribuables, notamment si on souhaite qu'ils respectent leurs obligations. Il faut qu'ils se sentent protégés. Si on parle maintenant du contrat fiscal, je crois que cela est l'application la plus puissante de l'IA, parce que l'IA peut rendre visible le contrat fiscal en temps réel. Excusez-moi, dit l'orateur, les tableaux de bord qui montrent comment les recettes sont collectées et dépensées, ce qui peut nous aider à surmonter ce défi lié au manque de confiance. Où est-ce que les impôts, où est-ce que l'argent va?
Comment l'argent est utilisé? À quoi servent mes impôts? Voici les opportunités que moi j'ai soulignées, la manière dont l'IA peut être utilisée comme levier de confiance. Mais qui dit opportunité dit également risque. Passons maintenant au risque. Quels sont les risques potentiels? Et je souhaite être assez direct. Ne tournons pas autour du pot. Ce sont des cas documentés et pas des préoccupations théoriques. En janvier 2023, une étude de Stanford Treasury faite par le professeur Daniel Hoover et ses collègues a relevé que les contribuables noirs sont 2,9 à 4,7 fois plus susceptibles d'être contrôlés par l'IRS. Le directeur de l'IRS a confirmé ces résultats en mai 2023. Le GAO a par ailleurs confirmé l'existence de biais algorithmiques non intentionnels dans un rapport de 2024. Ce n'était pas intentionnel, mais c'était tout de fait un exemple de discrimination qui était instaurée au sein des données. Et l'IA s'entraîne sur des données historiques qui sont héritées de leurs inégalités systématiques. Ça veut dire que nous faisons face au risque que l'IA reproduise ces mêmes discriminations. Voici le premier risque, s'agissant de l'utilisation de l'IA qui peut détruire la confiance publique. Nous avons également le problème de la boîte noire. Au mois d'août 2025, un tribunal britannique a ordonné au HMRC de relever si l'IA avait été utilisée dans l'évaluation de demandes de crédit fiscal après que des anomalies dans la correspondance laissaient supposer une intervention de l'IA. Le juge Marx a estimé que l'intérêt public pour la transparence primait sur les objections des autorités fiscales britanniques. Je ne crois pas qu'il s'agira de la dernière ou du dernier exemple que l'on a, notamment si on souhaite utiliser des solutions IA de manière efficace. Troisième cas documenté, la qualité des données. Nous avons un cas du Pays-Bas, plus de 26 000 familles initialement identifiées et, et en 2024, officiellement plus de 33 000 reconnus ont été injustement pénalisés par un système automatisé de détection de fraude défaillant. Ce n'était pas un système d'IA très sophistiqué, c'était un système automatisé avec un contrôle humain. Toutefois, la confiance néerlandaise a été atteinte. Un manque de surveillance a amplifié les effets d'un système défectueux. Et c'est une leçon apprise qui peut être appliquée à n'importe quelle utilisation de l'IA. Comme l'ont dit le professeur Feria et Trans, dans les pays en développement, l'informalité est une norme sociale. C'est-à-dire qu'un système axé sur l'IA qui ne peut être accédé que par ou via un smartphone ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que ces populations ont une empreinte numérique qui n'est pas assez développée pour que tout le monde ait accès à un smartphone. C'est très important. Cela m'emmène au défi pakistanais en matière de civisme fiscal. J'ai également mis la réponse PAC-filaire. De manière personnelle, à titre personnel, la faible base de déclarants par rapport au PIB. Ce n'est pas parce que la législation est faible, nous avons un système juridique très compliqué, sinon le plus compliqué de cette région, avec plus de 79 types de textes avec chaque un qui dispose de sa propre plateforme numérique. C'est la complexité et c'est un manque d'accès qui veut dire que des millions de contribuables se trouvent en dehors du secteur formel fiscal.
Pourquoi? Parce que le système est assez opaque, arbitraire et inaccessible. C'est exactement ce qu'ont dit mes collègues dans les présentations précédentes. On a parlé du fardeau fiscal et on a parlé de cette complexité qui pose problème dans les pays en développement. Pour le pack filler, la réponse était la suivante. Nous avons utilisé l'IA afin de proposer un système de déclaration fiscale pour accessible partout et abordable. L'utilisation de la technologie a fait en sorte que cette entreprise soit viable. C'était l'IA qui s'est occupée de la structure, hein, mais afin de surmonter et de relever les différents défis dont j'ai parlé, nous avons inclus un jugement humain, un élément humain pour les cas à risque, c'est-à-dire que cette supervision humaine est non négociable à notre avis. Nous utilisons bien entendu l'IA, mais avec une supervision humaine. Et j'espère que avec le temps, on aura moins besoin de cette supervision. C'est également ce que propose l'OCDE. Donc, si je dois partager une chose, c'est que si l'on souhaite rendre la conformité facile, il faut une bonne politique en matière de civisme fiscal pour réduire la friction ou l'attraction en augmentant la confiance publique. Alors, il ne me reste plus que quelques diapositives, mais pour ce qui est de la gouvernance, il y a 5 éléments qui sont absolument négociables. Ce sont les standards minimums, c'est la transparence, puisque les contribuables doivent savoir quand l'IA est utilisée. C'est un élément essentiel. Deuxièmement, équité dès la conception. On ne peut pas auditer avec ne pas prendre en compte les biais de l'IA. Troisième élément que je souhaitais partager, c'est une supervision humaine. Et j'ai d'ailleurs partagé une étude de cas de packfiller.com. L'IA doit aider, mais l'humain doit prendre la décision, notamment lorsqu'il y a des sanctions qui sont prises. La prise de décision ne peut pas être déléguée à des systèmes d'IA. Quatre éléments, c'est la qualité des données. Il ne faut pas déployer d'IA avant que les fondations en matière de données soient solides. C'est-à-dire, il y a l'exemple des Pays-Bas, qui est un bon exemple de ça. Et enfin, euh, inclusion dès la conception. Donc, ce que l'affaire à laquelle je faisais référence, c'est l'affaire Toez Clannefer. Et donc, pour l'inclusion dès la conception, il faut construire des canaux hybrides humains-IA avec des experts comptables qui doivent rester à la source quand on crée un système. Au moment où on développe l'IA, il faut d'ores et déjà créer la façade et la gouvernance. Selon moi, l'IA peut et doit mener à un meilleur civisme fiscal. Et c'est possible quand il est clair, quand il est développé, ce système avec le contrat fiscal en son cœur, avec également l'idée de l'équité en tête. Ça ne peut pas se faire de manière accidentelle ou après, ça doit être fait dès le début. La gouvernance est essentielle, ça n'est plus optionnel. Le cadre de l'OCDE est clair sur ce point. La transparence, l'équité, la supervision humaine, la qualité des données et l'inclusion doivent être intégrés dès la conception. Et là où il est essentiel d'aider, c'est surtout sur la partie des pays en développement, lorsqu'il y a une asymétrie d'information. Parce que, en général, le non-respect des obligations fiscales, il est souvent dû aux PME.
Et quand les sanctions ne dissuadent plus, eh bien, l'IA offre un outil fondamentalement différent, à savoir supprimer la friction liée à la conformité elle-même. Donc, selon moi, l'IA dans la fiscalité n'est pas une question de technologie, c'est une question de gouvernance et, en dernier ressort, une question de confiance. Merci de votre temps, de votre patience. J'ai hâte du reste de cette conférence. Merci beaucoup. Merci, Omer. C'était très utile et je crois que vous nous avez donné le contexte pratique de la manière de réfléchir sur ces sujets liés à l'IA. Et beaucoup d'enseignements à tirer. Et dans les mois et années à venir, on va reparler de cette question d'IA et dans le civisme fiscal. Alors, on arrive à la fin des présentations. Je crois qu'il y a eu pas mal d'interactions dans la partie section, dans la section questions-réponses. J'espère que vous avez trouvé une réponse à vos questions. Si ce n'est pas le cas, eh bien, nous essaierons d'y répondre avant de clore cette session. Donc, il nous reste encore quelques minutes. Je me demande si c'est peut-être utile. On pourrait donner la parole à nouveau à nos intervenants et intervenantes pour savoir quels sont les messages clés que vous voulez que nos participants retiennent aujourd'hui. On va commencer avec Rita. Les messages clés. Notre message clé, c'est, en fait, il y en a plusieurs. Tout d'abord, la majorité du non-respect des obligations fiscales proviennent des PME et pas des grandes entreprises, ce qui est contraire à la croyance populaire. Deuxièmement, la TVA est essentielle. Et troisièmement, si vous voulez combattre la fraude, améliorer la conformité des PME, que ce soit sur l'impôt sur les sociétés ou la TVA, il faut au mieux comprendre la raison pour laquelle ils ne payent pas. Et c'est ce que nos recherches essayent de trouver. C'est la réponse à cette question que nous essayons de trouver. Ensuite, tout. Vous voulez ajouter quelque chose? Alors, professeur de la Feria a déjà répondu à cette question, mais je peux également ajouter certains éléments. Si on essaie de bien comprendre la raison pour laquelle le cadre théorique fonctionne plus ou moins bien en fonction des pays en développés ou les pays en développement, c'est pas une question uniquement des pays en développement, mais également des PME. Et donc, il faut comprendre les raisons de la fraude dans les différents contextes. Merci. Tout. Y a-t-il autre chose, Batoul, que vous voudriez renforcer un message particulier, notamment en matière de confiance? Alors, ce que je peux dire, c'est que ce n'est plus une question de mise en œuvre. La confiance doit faire partie inhérente des systèmes fiscaux, les comptables professionnels, les agents des administrations fiscales doivent utiliser la confiance dans leur stratégie afin d'améliorer le civisme fiscal et ensuite la conformité volontaire. Merci. Il ne nous reste qu'une minute. Donc, Omer, à vous la parole. Il y a trois choses. Tout d'abord, l'IA peut aider à construire le civisme fiscal, mais uniquement si en son cœur, le système est basé sur la clarté, le contrat fiscal et l'équité. Deuxièmement, les risques, ils existent et ils existeront toujours et il y aura toujours des affaires qui sont portées devant les tribunaux. La gouvernance est donc essentielle. Ensuite, pour les pays en développement en particulier, il y a la question de la symétrie. Il faut enlever les frictions à la conformité. Merci beaucoup. Je crois qu'on voit une convergence sur la question de la confiance et du caractère essentiel de la confiance et également euh, du fait qu'il faut faciliter la mise en conformité. René, merci beaucoup. Joe, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous, d'avoir participé. Je suis motivée et très heureux de voir qu'on est de plus en plus à travailler sur ces questions, à se rendre compte de l'importance de ces sujets. Je quitte cette session d'autant plus motivée et avec cette volonté de continuer à aller encore plus loin dans ces recherches. Merci beaucoup. C'est une
c'est la note parfaite sur laquelle terminer, cette motivation, cet enthousiasme de continuer à travailler sur ce sujet. Merci de votre enthousiasme et de votre motivation à toutes et à tous. Ça a été un plaisir d'être modérateur pour cette session. Merci infiniment à toutes et à tous. Sachez d'ailleurs que, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas à la fin de cette session sur les sujets liés à la confiance, puisque la prochaine session se concentrera sur les flux financiers illicites et les enquêtes criminelles sur la fiscalité et les flux financiers. Et donc, nous allons nous pencher sur ces sujets, notamment de confiance. Et ensuite, un peu plus tard dans la journée, nous parlerons du financement de la protection sociale ainsi que du rôle de l'échange d'informations. Donc, nous reprendrons d'ici 5 minutes avec la prochaine session. J'aimerais également conclure en disant que toutes ces diapositives ainsi que l'enregistrement de cette session sera disponible sur le site internet de l'OCDE dans quelques jours. Donc, bien sûr, on doit tout télécharger et éditer les vidéos, mais d'ici la semaine prochaine, tout sera disponible pour les télécharger et visionner à nouveau ces sessions. Donc, si vous avez raté une session, n'hésitez pas à y revenir. Merci encore à toutes et à tous. Ça a été un réel plaisir. J'ai hâte de continuer le combat pour construire un civisme fiscal dans les années à venir. Merci beaucoup.